On va maintenant accueillir un duo de Laurence de Strasbourg, le professeur Laurence Kessler et le docteur Laurence Weiss, qui vont nous parler de l'impact des modulateurs sur la tolérance au glucose. Voilà, bonjour. Je remercie les organisateurs de ces journées de nous avoir proposé... Ah, c'est pas bon. De nous avoir proposé à Laurence Kessler et moi-même de vous parler de l'impact des triples modulateurs de CFTR dans la tolérance au glucose dans la mucoviscidose. Et donc, je vais faire la première partie qui sera ciblée sur l'intolérance au glucose avec des données plutôt pédiatriques. Voici mes liens d'intérêt. Alors, le diabète de la mucoviscidose, comme vous le savez, c'est la principale comorbidité associée à la mucoviscidose. Si on regarde les données du registre, le dernier registre donc de 2023, on a 22,4% des patients qui sont diabétiques. Et si on cible sur les adultes, c'est environ 30%. Et 70% des transplantés sont également diabétiques. Alors, les anomalies de la tolérance au glucose sont précoces et très bien mises en évidence par la mesure continue du glucose, y compris chez des patients qui ont des AGPO normales. Le diabète, en général, précédé d'une longue période d'intolérance au glucose. Il est le plus souvent asymptomatique, mais associé à un risque de déclin de la fonction respiratoire et d'un moins bon état nutritionnel. Certaines études montrent aussi que ce risque serait également déjà présent au stade d'intolérance au glucose. Alors, la physiopathologie du diabète de la mucoviscidose est complexe et plurifactorielle. C'est le déficit en insulinosécrétion qui est au centre de la physiopathologie, associé également à un degré d'insulinorésistance qui est en lien avec l'inflammation chronique, l'âge, éventuellement maintenant parfois l'obésité. Sur le diagramme de gauche, vous voyez que la protéine CFTR est exprimée dans le pancréas, principalement dans les cellules épithéliales des canaux pancréatiques exocrines, mais également, mais de façon très faible, dans les îlots de Langerhans et dans les cellules bêta. Donc, il existe au final une inflammation chronique et une destruction progressive, on l'a vu tout à l'heure, du pancréas exocrine, qui entraîne également des anomalies structurales des îlots et de leur environnement, avec en général une infiltration immunitaire et une perte de masse de cellules bêta. Alors, plusieurs études ont évalué l'amélioration de la tolérance au glucose sous Kaftrio. Cette première étude, 33 patients adultes d'un âge moyen de 27 ans, qui ont pu bénéficier d'une AGPO avant et 1 an après traitement par Kaftrio. Et les résultats montrent une diminution de la glycémie moyenne, mais pas de changement de l'insulinémie, ni de modification au niveau de la sensibilité à l'insuline. Et si on regarde les changements de catégorie, donc 1 an après, par rapport au statut d'AGPO, on voit qu'il y a 48% des patients qui s'améliorent, mais également 12% qui s'aggravent. Dans le cadre de l'étude observationnelle pédiatrique module CF, on a essayé de regarder quelle était la tolérance au glucose chez des adolescents âgés de 12 à 18 ans traités par Kaftrio pendant 1 an. On a inclus les patients qui avaient pu avoir une AGPO avant traitement et 1 an, plus ou moins 3 mois après le début du traitement. On les a classés en 2 sous-groupes selon les résultats de la GPO basale. Un groupe avec une tolérance au glucose normale, donc il y avait 75 enfants sur les 106, et un groupe de 31 adolescents qui avaient une tolérance au glucose anormale qui incluait l'hyperglycémie à jeun, l'intolérance au glucose et le diabète selon les critères de la GPO. Ont été exclus les enfants diabétiques traités par insuline, les diabètes de type 1 et également les enfants qui avaient pu avoir des traitements qui influencent la tolérance au glucose, comme par exemple les corticoïdes oraux. Donc dans les 2 groupes, ils étaient, hormis leur statut AGPO, comparables en termes d'âge, de sexe,
de génotypes, de BMI et de fonction respiratoire. Et à peu près un petit peu plus de la moitié dans les deux groupes étaient traités antérieurement par un modulateur de CFTR, principalement Orkambi. Au niveau des résultats, nous n'avons pas mis en évidence de changement en fait au niveau des glycémies de la GPO chez les adolescents qui étaient normotolérants. Par contre, on a observé une diminution significative de la glycémie au temps 2 heures chez les patients avec tolérance au glucose anormale. Si on regarde également les changements de catégorie de ces adolescents, on voit que sur les 106, la plupart des normotolérants le restent, mais 48% des adolescents qui étaient dans le groupe tolérance anormale vont basculer vers une tolérance normale. Cependant, aussi, on voit que 21% des enfants qui étaient normotolérants deviennent avec une tolérance au glucose anormale. Il y a sans doute d'autres déterminants qui jouent un rôle dans les changements de tolérance au glucose pendant l'adolescence. On avait trois adolescents qui avaient des critères de diabète. Après 1 an, ils sont devenus intolérants. Mais on a également 3 nouveaux adolescents qui avaient une tolérance au glucose normale, qui deviennent diabétiques. Ils étaient tous, par contre, INDET, c'est-à-dire une hyperglycémie à T60 supérieure à 2 grammes avec une glycémie qui reste à 2 heures inférieure à 1,40 g. On a essayé sur la cohorte des 106 enfants de reprendre un petit peu ceux qui avaient pu avoir un temps T60 permettant finalement d'individualiser ce groupe INDET. Et donc sur les 87 patients, vous voyez qu'il y avait 19 INDET qui avaient une évolution sur la tolérance assez variable puisque 6 d'entre eux devenaient normotolérants, 4 restaient INDET, 6 devenaient intolérants et 3 diabétiques. On s'est intéressé également on a fait une étude ancillaire sur 20 patients qui avaient pu bénéficier d'une AGPO également à 24 mois et également des mesures de C-peptide et d'insulinémie. Mais nous n'avons pas mis en évidence de différence dans les dosages ni de glycémie à la GPO, ni de C-peptide et d'insulinémie à 1 an et à 2 ans. On s'est également intéressé aux facteurs prédictifs de l'évolution vers une tolérance anormale au glucose à 1 an de traitement par Kaftrio, en réalisant une analyse multivariée incluant l'âge, le sexe, le poids, la prise antérieure d'un modulateur de CFTR et les 3 temps de glycémie de la GPO. Et finalement, c'est seulement la glycémie à T1 heure de la GPO qui était sortie comme seul facteur prédictif statistiquement significatif de l'évolution vers une tolérance anormale à 1 an de traitement. Dans l'étude américaine Promise, donc une sous-étude qui a évalué également des AGPO avec une cohorte qui a un âge moyen de 19 ans, donc essentiellement des adolescents mais également des jeunes adultes, donc des AGPO réalisés à 12-18 mois et à 24-30 mois, une soixantaine de patients. Les résultats sont assez similaires dans le sens où il n'y a pas de différence chez les normotolérants, mais une diminution significative des glycémies à 1 an chez les patients à la fois intolérants et également chez les patients diabétiques. Mais par contre, pas de changement à 2 ans et il n'avait pas été montré dans cette étude de modification des mesures d'insulinosécrétion ni à 1 an ni à 2 ans. Alors, peu d'études ont évalué l'évolution de la tolérance au glucose sous Kaftrio par la mesure continue du glucose. Dans cette étude, donc, qui est une étude qui a concerné des adultes, 33 adultes, un âge moyen élevé à 30 ans, une cohorte mixte avec 50% de diabétiques. Et on voit que les mesures de Holter réalisées avant et après, on a une amélioration des paramètres avec un glucose moyen qui s'améliore, le pourcentage de pic supérieur à 2 grammes et également le pourcentage dans la cible là, qui a été choisi plutôt à 70-180 compte tenu de la présence de diabétiques. Et de façon intéressante, ces améliorations étaient surtout notables chez les diabétiques et on avait également une amélioration de la variabilité du glucose. Donc en conclusion, pour cette première partie, on voit que les études récentes montrent une amélioration de la tolérance au glucose chez les patients sous Kaftrio, les patients jeunes intolérants au glucose. On peut penser
que probablement c'est des effets surtout indirects sur la fonction cellule bêta, par réduction de l'inflammation des îlots et également une diminution de l'insulinorésistance. Mais cependant, on a quand même une évolution persistante de certains patients vers le diabète, ce qui incite probablement à poursuivre le dépistage des anomalies de la tolérance au glucose chez ces patients. Et dernière question, quel serait l'impact de l'introduction précoce de nos jours à partir de l'âge de 2 ans de Kaftrio pour la prévention du diabète et même peut-être la prévention de l'intolérance au glucose? Je profite de cette présentation pour remercier chaleureusement toute l'équipe de module CIF et en particulier Isabelle Sermet, Alfonso Galzeri, Anne-Sophie Bonnel, l'ensemble des ARC et l'ensemble des équipes pédiatriques qui ont participé à cette étude. Et je remercie également l'équipe du CRCM pédiatrique de Strasbourg, très investie dans le dépistage des anomalies de la tolérance au glucose. Merci beaucoup. On va enchaîner, puis on fera les questions ensuite ensemble. Bien, merci pour l'invitation. Donc, je vais aborder la deuxième partie qui est l'impact des triples modulateurs sur les anomalies de la tolérance au glucose dans les populations adultes. Voilà mes liens d'intérêt. Alors, les données du registre toutes récentes de 2023, quand on cible la population des patients vivant avec une mucoviscidose adulte, rapportent que 40% des sujets adultes ont un diabète et 15% ont une intolérance au glucose. Et on commence à voir apparaître les complications dégénératives de la maladie diabétique de l'ordre de 1,5 à 1,2%. Ces patients diabétiques adultes ont une moins bonne fonction respiratoire. Ce sont les données du registre européen. Les données du registre international rapportent que la majorité de ces patients sont traités par insuline, 68%, avec somme toute un équilibre glycémique relativement correct, puisque l'HbA1c est en médiane à 6,4, mais vous pouvez voir des dispersions extrêmement importantes, et on a chacun dans nos cohortes de patients des hémoglobines A1c qui se situent et qui flirtent avec le 9-10%, qui témoignent de l'importance de la prise en charge de ces patients. Alors, le diabète, la physiopathologie, Laurence en a déjà bien parlé. Je voudrais juste vraiment rappeler que tout au long de l'évolution de la maladie et du trouble glucosé, on va avoir une balance entre insulinopénie et insulinosécrétion au fil du temps, avec bien sûr l'impact des modulateurs, en fonction qu'ils soient introduits très précocement, plus tardivement, qu'ils induisent ou non une prise de poids, vont modifier cette balance. En effet, ces modulateurs, on le sait maintenant, et ça a été largement démontré dans des modèles expérimentaux, qu'ils améliorent la sécrétion et la sensibilité à l'insuline, avec une action sur le CFTR, des cellules insulines ou des cellules ductales, la réduction de l'inflammation intra- et péri-insulaire, la diminution de l'effet inflammatoire systémique. Mais à côté de ces éléments positifs, on a les éléments négatifs, qui concourent à majorer l'insulinorésistance, donc à perturber cette balance, et ça c'est important, notamment dans le cadre de la prise de poids, avec un meilleur état nutritionnel, avec une stimulation de l'appétit sous Kaftrio, avec la restauration des hormones gastro-intestinales, et in fine, quelle va être la conséquence de ces traitements au stade des différentes anomalies de la tolérance au glucose chez l'adulte. Alors, il y a une étude importante auquel beaucoup d'entre vous ont participé, nationale, qui évaluait l'impact des modulateurs chez des patients ayant déjà une maladie pulmonaire sévère. Le VEMS était à 30, il y avait 434 sujets, âgés en moyenne de 31 ans. Et on a pu voir dans cette population où on observe une augmentation du VEMS, la chute des antibiotiques, l'augmentation de l'IMC, mais surtout, parmi les 43,8% de patients diabétiques, eh bien, on a observé qu'un certain nombre de patients ont débuté un traitement insulinique, 2% des cas, et que 12% des patients arrêtaient le traitement insulinique
soit parce que l'équilibre glycémique était correct et qu'ils avaient des faibles doses, soit parce qu'ils n'avaient plus trop envie de continuer le traitement insulinique et sans l'avis du médecin. Et dans cette étude où c'était plutôt du déclaratif, on n'avait pas en regard les HbA1c. Mais quand même, cette étude, elle avait l'intérêt de poser la question, peut-on arrêter en fait le traitement insulinique au stade du diabète de la mucoviscidose? Et les patients nous le disent bien, moi j'ai plus de kiné, j'en fais plus beaucoup, les cures d'antibiotiques j'en ai plus. Si le diabète, on pouvait arrêter l'insuline, ça m'arrangerait bien parce que quand même le traitement du diabète c'est contraignant. Alors, il y a différents stades dans l'évolution du diabète, il y a le diabète qui est récent et il y a le diabète qui est évolué. Alors, concernant le diabète récent, il y a une donnée intéressante là qui a consisté à évaluer l'impact d'un an de triple modulateur chez 23 sujets. Vous voyez, c'était vraiment des diabètes tout récents puisqu'on avait 48% des patients qui étaient sous multi-injection et 58 qui étaient sous diète, sous régime. Qu'est-ce que cette étude montre? Cette étude montre une augmentation du temps dans la cible de 64 à 78% pour une cible restreinte, 70-140. Un nombre d'hypoglycémies qui reste stable et qui ne bouge pas, qui est quand même à prendre en considération. Et au plan thérapeutique, un patient a pu arrêter le traitement insulinique. Par contre, on a pu observer une diminution, c'est la courbe rouge, des patients qui étaient sous multi-injection, au profit de l'augmentation des patients qui étaient en une insuline basale, probablement avec l'arrêt possible des insulines prandiales. Ce qui est quand même intéressant, puisque les insulines prandiales sont très contraignantes dans la prise en charge du diabète et une augmentation du patient sous diète. On observe également, tout au long de l'étude, une diminution des doses d'insuline. Alors, vous pouvez voir, ce sont des petites doses d'insuline, 0,29, 0,26 unités kilo-jour. Ça correspond à des petites doses en diabétologie. Mais on voit que progressivement, il y a une diminution, mais qu'il n'est pas possible d'arrêter ce traitement. Alors, je vais vous présenter maintenant les premiers résultats, et c'est les tout premiers résultats, puisque l'étude vient juste de se terminer, de l'étude Diatrim, auquel un grand nombre d'entre vous ont dû participer, qui avait pour but d'évaluer, au plan français national, l'impact du triple modulateur sur le contrôle métabolique, l'état nutritionnel et la fonction respiratoire chez l'adulte vivant avec une mucoviscidose. Alors, c'est une étude observationnelle, ouverte, multicentrique, nationale, rétrospective, dont les données ont été collectées d'avril 2024 à décembre 2024, à partir de 13 CRCM qui ont participé. Les critères d'inclusion, c'était tout patient atteint de mucoviscidose âgé de plus de 18 ans, traité depuis 1 an par triple modulateur, normotolérant, intolérant ou présentant un diabète de la mucoviscidose, traité ou non par insuline, étaient exclus bien sûr les femmes enceintes. Et dans cette étude, il n'y avait pas de patients greffés pulmonaires. Alors, comment a été réalisé le design? C'est-à-dire qu'on déterminait la date d'introduction du Kaftrio et on recueillait avant, dans l'année qui précède l'introduction du Kaftrio ou le plus proche à l'introduction du Kaftrio, l'hyperglycémie provoquée par voie orale chez les non-diabétiques, la mesure en continu du glucose, les épreuves fonctionnelles respiratoires, les cures d'antibiotiques, et on réévaluait 1 an après le Kaftrio, et dans l'année qui suivait l'année de Kaftrio, et au plus proche, bien sûr, de l'année de Kaftrio pour avoir une population la plus homogène possible. Alors, 182 patients ont été inclus dans cette étude. On a 40% de sujets non diabétiques et 59% de sujets diabétiques. Les sujets diabétiques sont très représentatifs des populations diabétiques. Il y a un peu plus de femmes. L'âge est un peu plus élevé, 32 ans versus 26 ans pour les non-diabétiques. L'index de masse corporelle est plus bas, 20 pour les diabétiques versus 21 pour les non-diabétiques. Le VEMS est plus bas aussi, 61% versus 71. Les cures d'antibiotiques, il y en avait plus, au moins une cure par an dans l'année qui précédait, 43% versus 35%. Les 60% des patients étaient sous traitement par modulateur, mais pas triple modulateur, avant l'introduction. Et l'année du diabète, il y avait à peu près 9,5 ans d'évolution de diabète. Pour les populations non diabétiques, on avait 54% de sujets à tolérance au glucose normal, 38% de sujets intolérants et 6% de sujets diabétiques. Alors, quels sont les premiers résultats? Je vous présente les résultats bruts, qui n'ont pas été analysés de façon aussi fine que l'étude pédiatrique, parce qu'on vient juste d'avoir les résultats. Donc, premièrement, un élément de cartographie des patients après 1 an de traitement des populations non diabétiques.
Alors, l'index de masse corporelle augmente de façon significative, c'est classique. L'hémoglobine A1C augmente modestement de 0,2%, mais on part déjà d'un très bon niveau d'hémoglobine A1C. Le VEMS augmente de façon significative et le nombre de cures chute. Compte tenu de la mesure continue du glucose, on observe pour la cible 70-140 mg par décilitre une augmentation de 87% à 91% et une diminution du temps passé au-dessus de la cible 140 mg par décilitre de 12% à 8% et un taux résiduel de 1%. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette diapositive, puisque sans nous concerter avec Laurence, on s'est aperçu qu'on avait la même diapositive. C'est-à-dire que lorsqu'on évalue la GPO chez des sujets diabétiques, des sujets non diabétiques adultes, eh bien, on voit que lorsque la tolérance au glucose est normale, il n'y a pas de modification de la GPO après 1 an de traitement. Par contre, lorsqu'on cible la population intolérante au glucose ou ayant un diabète nouvellement diagnostiqué, eh bien, on voit qu'au T1 on commence à avoir une significativité, mais qui n'est pas atteinte, qui fait écho avec l'index qu'a présenté Laurence, et au T2 on voit qu'il y a une diminution significative de la glycémie. Donc, suggérant fortement quand même que la triple thérapie, les triples modulateurs, améliorent la tolérance au glucose au stade de l'intolérance au glucose chez l'adulte. Qu'en est-il maintenant des patients diabétiques? Alors, nos patients diabétiques, on avait 108 patients, 14% étaient sous régime, 65% sous multi-injection et 21% sous pompe. Lorsqu'on prend les données de mesure continue du glucose, eh bien, on observe un temps passé dans la cible 70-140 qui passe à 60 à 63%, mais qui n'est pas significatif. Par contre, une diminution très significative des hypoglycémies. Et ça, c'est un point important, parce que l'insuline, c'est quand même un traitement important au regard des hypoglycémies, qui passe de 3,7 à 1,8%. De façon assez surprenante, dans cette cohorte, 3 patients ont présenté des hypoglycémies sévères avant la mise sous modulateur. Et après 1 an, on a toujours 3 patients, mais on a regardé précisément, parce que ça nous a quand même beaucoup intrigués, et ce n'étaient pas les mêmes patients. Donc, l'insulinothérapie, dans le diabète de la mucoviscidose, qui a évolué, comme dans le diabète de type 1 conventionnel, eh bien, peut générer des hypoglycémies sévères. Et il n'y avait pas d'acidocétose. Alors, concernant les autres paramètres de la mesure continue de glucose, on a évalué le temps 70-180 qui passe de 77 à 79%, c'est pas significatif. Par contre, on observe une réduction très significative du coefficient de variation qui passe de 36,8 à 33,2% en lien avec la restauration de la stabilité glycémique chez des patients qui portent bien le capteur, parce que vous voyez, on a des ports de capteur de 80% en baseline à 82%. L'hémoglobine A1C aussi a diminué de 6,8 à 6,2%, mais au démarrage, on avait déjà des patients qui avaient une hémoglobine A1C relativement bien contrôlée, avec peut-être également toutes les incertitudes concernant la fiabilité de l'hémoglobine A1C dans cette population. Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'après 1 an de traitement, on a une réduction des hypoglycémies et une réduction de la variabilité glycémique. Qu'en est-il maintenant du traitement? Parce que c'est surtout ça que les patients nous demandent. Est-ce qu'on peut modifier le traitement? Alors, parmi nos 108 patients, on avait 15 patients qui n'avaient pas d'insuline au départ, et il y en a 5 qui ont débuté l'insuline. Parmi nos 70 patients qui étaient sous multi-injection, 5 patients ont pu arrêter, soit 4,5% des patients sous insuline, et il s'agissait de patients avec des petites doses d'insuline, de 0,1 unité kJ. Chez les patients sous injection, on a également 2 patients qui sont passés à la pompe à insuline. Et chez les patients sous pompe, on a 3 patients qui sont passés à la multi-injection. Donc, on voit bien qu'il y a des zones de passage, mais que la possibilité d'arrêter le traitement insulinique est quand même extrêmement réduite. Concernant vraiment ce traitement insulinique, notamment les doses d'insuline, ce qui est quand même l'élément extrêmement important, il faut toujours adapter l'évaluation des doses d'insuline en regard du poids, en regard de l'état pulmonaire, justement pour mettre en regard l'insulinorésistance. Alors vous voyez ici, on a donc un gain d'IMC, une augmentation du VMS, une chute des cures d'antibiotiques. Et en regard des doses d'insuline, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, en dose totale,
il y a une petite diminution après le traitement, mais qui n'est pas significative. Peut-être que c'est un effet, comment dirais-je, échantillon. Ce qui est clair, c'est que l'insuline basale ne bouge pas, mais que par contre, on a une diminution des insulines prandiales. Donc en fait, la réduction de la dose d'insuline, quand les doses d'insuline sont conséquentes, et ça c'est un message important, eh bien, elle cible plutôt l'insuline prandiale. Quels sont les mécanismes physiopathologiques? On pourra peut-être en discuter. Alors, en conclusion, le traitement par triple modulateur pendant 1 an chez l'adulte vivant avec une mucoviscidose au stade d'intolérance au glucose améliore le contrôle glucosé. Et en lien avec l'étude pédiatrique, ça suggère probablement quand même un possible décalage dans l'adaptation, l'âge d'apparition du diabète. Encore faudra-t-il le démontrer. Et au stade du diabète, ça permet une amélioration de l'équilibre glycémique par la réduction de la variabilité, des hypoglycémies et des doses d'insuline. Lorsque le patient a un diabète récent, avec un état nutritionnel et respiratoire satisfaisant et des faibles besoins d'insuline, on peut envisager l'arrêt du traitement insulinique ne va concerner qu'une minorité de patients. Par contre, on peut envisager un allègement du traitement insulinique, peut-être sur l'insuline prandiale, dans l'attente d'avoir ces études que l'on espère bientôt voir d'utilisation des traitements non insuliniques du diabète, que sont essentiellement les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs du GLP-2, qui vont faire certainement leur apparition dans le traitement du diabète actuellement. Chez le patient diabétique, avec plus de 10 ans de diabète, et avec des besoins d'insuline importants, 0,4, 0,5 unités jour, qui correspond en fait à des besoins d'insuline du diabète de type 1, eh bien, le traitement insulinique optimisé, avec tous les outils de la diabétologie moderne, ça reste et ça doit rester le traitement de référence. Et enfin, bien sûr, des études prolongées sont nécessaires pour confirmer tout ça, puisqu'on est à 1 an, voir ce que ça va donner à 5 ans, à 10 ans, c'est ces études qui seront vraiment, qui nous permettront de confirmer tout ça. Alors, je souhaiterais vraiment très chaleureusement remercier tous les CRCM qui ont participé à cette étude, les équipes médicales, les patients qui sont suivis par ces équipes médicales, l'équipe de diabétologie et le CRCM de Strasbourg, et puis bien sûr tous ceux qui nous ont aidés aussi, la filière muco, vaincre la mucoviscidose, la CRO-ECTEN qui a collecté donc l'ensemble de ces données. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Un grand merci pour vos 2 présentations. Vous pouvez peut-être rejoindre si vous voulez pour répondre aux questions. Pour ces 2 présentations très claires, limpides. Et est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Merci beaucoup pour vos 2 présentations. J'ai une question peut-être par rapport à des facteurs confondants par rapport aux différentes études, notamment sur l'alimentation et l'évaluation de l'alimentation et le type d'alimentation, en particulier chez les adolescents. On sait que souvent on doit recadrer par rapport à l'alimentation qui est essentiellement sucrée et composée d'hydrates de carbone. Et ma deuxième question, comme autre facteur confondant, peut-être plus chez les adultes, par rapport à la corticothérapie. Donc on a parlé des cures intraveineuses antibiotiques et cures d'antibiotiques, mais quid de la corticothérapie et de l'amélioration éventuellement de la BPA chez les patients sous modulateur? Dans le cadre de l'étude, donc il n'y avait pas du tout d'évaluation effectivement de l'alimentation. Et votre question, c'était plus générale ou sur l'étude? Je n'ai pas bien compris. Pour l'alimentation, ce sont des études rétrospectives dans le diabète et dans la mucoviscidose. Et tout le monde ici est conscient que c'est compliqué à faire. C'est très compliqué à faire parce que les modalités de dépistage dans les centres ne sont pas les mêmes, les modalités de prise en charge du diabète ne sont pas les mêmes. Donc, on n'a pas pu avoir accès à l'apport nutritionnel. C'est une excellente question. On aimerait avoir ça, bien sûr. Ni l'activité physique. Ni l'activité physique. Donc là, c'est la première. Concernant les traitements corticoïdes, moi, malheureusement, je ne peux pas vous donner l'info parce qu'on n'a pas encore analysé tous ces résultats-là. Mais ça va être des éléments confondants, bien évidemment, à prendre en compte. Je ne suis pas en pédiatrie. Nous, on avait exclu les patients, il n'y en avait pas beaucoup, sous corticoïdes oraux. Pierre-Régis ? Question ou commentaire pour Laurence Kessler. Pierre-Régis.
D'abord, bravo pour cette étude qui n'est pas facile à faire et qui montre des résultats très intéressants. Juste une précision sur l'étude nationale que j'avais coordonnée et que tu as citée. On a des données d'hémoglobine glyquée dans cette étude qui sont publiées et qui montrent que chez les patients non diabétiques, il y a une diminution de l'hémoglobine glyquée et que chez les patients diabétiques, il y a aussi une diminution de l'hémoglobine glyquée. Je pense que moi, je crois que ce qu'il faut, l'hémoglobine glyquée chez le diabétique actuellement n'est pas un bon marqueur. Pourquoi c'est pas un bon marqueur? Parce que si on s'était cantonné à l'hémoglobine glyquée, là, on aurait dit voilà, l'étude elle est efficace, l'hémoglobine glyquée diminue. Mais pour un diabétologue, quand on voit le pourcentage d'hypoglycémie, ça veut dire que nos patients ne sont pas bien contrôlés. Donc, l'objectif du contrôle glycémique, c'est de contrôler vers le haut, mais également de contrôler vers le bas. Et je pense que les triples modulateurs, et ça a été un petit peu la surprise de cette analyse, c'est qu'on a vraiment un bénéfice dans le contrôle de la glycémie par le bas, notamment par rapport à l'hypoglycémie. Voilà. Il y a encore des questions. Encore une question ou on va poursuivre? Eh ben, merci beaucoup.